Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite un peu de nos épisodes sur les experts en immobilier et des thématiques immobilières et d'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, je reçois Paul Chavrier et on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde parce qu'on le voit sur notre plateforme et sur le trafic qu'on reçoit. Beaucoup de gens s'intéressent à cette thématique et c'est celle de l'achat d'immeubles de rapport, donc d'un immeuble entier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Paul. C'est quoi déjà, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, c'est quoi un immeuble de rapport? De quoi on parle? Un immeuble de rapport, c'est tout simplement quelqu'un qui achète un immeuble entier en monopropriété, composé normalement de plusieurs lots, et puis après il y fait bien ce qu'il veut, et ça va permettre d'avoir pas mal d'avantages qu'on va sûrement développer dans les questions qui vont suivre. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Moi, j'ai pas mal investi, mais jamais dans un immeuble. Ok. Et faut l'avouer, le gros problème, et on l'entend toujours, et surtout si pour ceux qui ont déjà investi aussi, on investit souvent au début parce qu'on veut pas prendre trop de risques. On achète un appartement, on va pas acheter une maison parce que c'est rare qu'on fasse, en tout cas au début, des achats locatifs avec des maisons. Donc on va acheter un petit appartement ou un 2 pièces. Donc on est surtout quand on fait son premier achat, on le sait pas vraiment, on s'en doute pas, mais on tombe sur les fameuses réunions de copropriété et les choix de décision. On comprend un peu comment ça fonctionne, on comprend pourquoi c'est compliqué, on comprend pourquoi certains immeubles fonctionnent bien et d'autres beaucoup moins bien. Mhm. On se confronte à ce qu'est un syndic, etc. Et donc ma première question, c'est quel est le plus gros avantage finalement d'investir dans un immeuble de rapport? Et c'est un peu la liberté que ça va offrir. Il y a une certaine liberté, on va dire, de gestion, d'exécution. Donc, pour être un peu plus précis, ça va être plus simple, par exemple, de faire des énormes travaux dans l'immeuble sans déranger les autres copropriétaires qui sont inexistants. Ça va être plus simple en termes de gestion de location, puisqu'on a un seul normalement et même gestionnaire sur un seul et même emplacement. On va avoir aussi des facilités autour de la juridiction et de la réglementation, puisque on ne sera pas concerné par rapport à un règlement de copropriété qui pourrait nous empêcher de faire la location meublée, qui pourrait nous empêcher de faire la location saisonnière, etc., etc. Donc ça offre beaucoup de liberté, notamment par exemple de division. On va pouvoir diviser beaucoup plus facilement les appartements sans se heurter à des problèmes ou à des copropriétaires qui sont mécontents du projet. Donc je verrais plutôt ça, ouais, la liberté et la facilité. C'est clair que, alors pour rappeler un peu aux gens, c'est vrai que quand on investit, il y a un point qui est vraiment très très important. Alors moi je l'ai connu parce que là récemment j'ai fait un investissement pour la location touristique et le règlement de copropriété devient de plus en plus critique et central dans l'analyse et le choix qu'on fait et pour éviter de faire de grosses conneries dans son investissement. Alors c'est particulièrement vrai pour les meublés et encore plus pour la location touristique parce que ça fait des nuisances et que les villes en veulent plus. Et donc c'est vrai que là du coup, le règlement de copropriété, on n'est même pas obligé d'en avoir finalement. Non. Quand on est seul, on est seul maître à bord. L'immeuble nous appartient. On fait ce qu'on veut. Alors il faut bien sûr suivre la réglementation, j'imagine. Voilà. Et puis il y a la réglementation, on va dire, au niveau de la ville, mais en tout cas, on ne sera pas concerné par une réglementation au sein de notre immeuble, quoi. Voilà. Oui, et donc en fait ensuite on fait ce qu'on veut. Donc tu parlais de la division qui était une bonne méthode aussi pour investir. Alors je pense qu'on rentrera un peu plus dans le détail après, mais c'est vrai que les gens, je pense qu'on l'a dans la tête. Il faut que j'achète un immeuble de rapport. Il va me falloir un montant énorme. J'ai pas les moyens, etc. Mais ce que les gens, je pense, oublient, c'est qu'on n'investit pas que à Paris. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Et c'est sûr, quand on est parisien et qu'on pense Paris, c'est un rêve inaccessible. Parce qu'on voilà, le ticket d'entrée est très élevé. Voilà, le ticket d'entrée est très élevé. Donc ça concerne finalement beaucoup moins de monde. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'acheter finalement un immeuble de rapport en province, ça peut être le coût d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces à Paris, quoi. Est-ce que tu peux nous donner, quelle ordre de grandeur dans les villes que tu maîtrises bien ou que tu connais, ou dans un exemple de ville, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui un immeuble de rapport de façon abordable, on va dire? Alors c'est hyper vaste, parce que des immeubles peuvent être composés de 2, de 20, de 200 lots. Ça va dépendre des villes par rapport à leur prix mètre carré, etc. Mais je dirais qu'avec un ticket d'entrée modeste, on peut imaginer par exemple dans la périphérie lilloise commencer à acheter des immeubles entre 300 400 000 euros, budget tout compris, prix d'achat, notaire, travaux, ameublement, nos frais. On a fait pas mal aussi d'immeubles à Avignon où on serait de cet ordre-là, 400 500 000.
On pourrait aller dans la région stéphanoise, où là on peut taper des immeubles à 300, 400, 500. Et puis après, dans des grandes métropoles qui sont encore en retard sur leur premier mètre carré, comme Marseille, là les tickets d'entrée sont un peu plus élevés parce que les immeubles sont souvent assez grands en termes de taille et de mètres carrés. Donc on serait plutôt de l'ordre de 700 000, 1 million, 1 million et demi. Voilà, des choses comme Et ça. peut-être plus de travaux à prévoir, non? J'imagine à Marseille, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'immeubles. Tu connais bien Marseille, hein? Oui, Non, mais je crois que tu connais bien Marseille pour y avoir investi, je crois aussi. on est très présent à Marseille, ouais. Et du coup, on m'a dit qu'à Marseille, c'était un peu compliqué les immeubles, enfin qu'il y avait beaucoup de choses à rénover. Il y a beaucoup de choses à rénover parce que il y a pas mal de gens il y a beaucoup de mauvais payeurs en termes de copropriété. Alors ça peut te paraître dingue comme toi et moi de pas payer ses charges de copro tous les mois, mais malheureusement c'est assez courant. Et donc le problème c'est que si la copropriété ne récoltait pas assez d'argent, elle peut pas entretenir son immeuble, et donc ça pose certains problèmes. Et puis après il y a eu quelques abus de marchands de biens ou de monopropriétaires. Mais tout ça honnêtement c'est derrière nous. Marseille, on aime bien la pointer du doigt comme ville de mauvais élèves. Aujourd'hui, avec les tragédies qu'il y a pu y avoir dans les dernières années, la mairie s'est pris une pression de dingue déjà de la France et de l'Europe, et donc a inspecté tous ces immeubles en centre-ville et en a fermé plus de 1900 ce qu'on appelle des arrêtés de péril. Donc c'est dramatique, mais le gros avantage pour les investisseurs aujourd'hui, c'est que tous les vieux croutons ont été enlevés du marché. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent le prétendre en France, ni Lyon, ni Paris, ni Bordeaux, ni quoi que ce soit. Donc ça reste maintenant un marché relativement safe suite aux événements passés. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de choses à rénover, c'est intéressant. Mais tu disais, et ça vaut le coup d'acheter un immeuble en arrêté de péril, c'est faisable? On peut acheter un arrêté de péril et le rendre de nouveau viable? Ouais, complètement. Ouais. On l'a fait au sein d'Investi. Je pense même que ça a été potentiellement la meilleure opération financière qu'on a fait réaliser à ce jour. Bah, c'est là où il y a le plus de problèmes. Donc quand tu résous autant de problèmes, mais Mm, c'est mm. pas un peu casse-gueule? Comment tu te sécurises? Casse-gueule, oui et non. Il faut être bien armé en termes de travaux, en termes de patience, et puis il faut avoir les reins financiers assez solides. Ça pose aucun souci. Nous, on a acheté un immeuble qui avait brûlé. Le feu était parti de la cage escalier et avait emporté la cage escalier, le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc au premier abord, on est comme n'importe quel investisseur, on se dit oh là là, dans quoi on s'embarque, il faut partir en courant. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est quand tout le monde part qu'il faut y aller. C'est là où on fait les meilleurs coups. Ouais. Donc en fait, on s'est dit en prenant du recul, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même des assurances en place. Donc les assurances ont joué leur rôle et je leur remercie. On a eu une cage d'escalier neuve, une façade neuve, un premier étage neuf, et puis on a pu acheter à des prix défiant toute concurrence. Et on a pratiquement fait, après 2 ans de bataille juridique, travaux et tout ce qui s'ensuit, on a quand même gagné pas loin d'1 million de plus-value à l'achat. Voilà. Pas dans 25 ans, à l'achat. Donc en fait, faut avoir l'air insolite, faut avoir pas peur du risque. Non. Il faut essayer de solide financièrement parce que 2 ans, il faut tenir. Il faut tenir, ouais. Alors on peut avoir des différés de prêt, qui aident, mais effectivement il faut une assise financière confortable. Après pour faire 1 million de plus-value à l'achat, je crois que l'investisseur était assez content. Et tu disais donc on peut acheter, allez, on va dire 300 000, c'est ça? Toi aujourd'hui c'est un peu le plancher. 300 000, ouais. Les zones que tu recommandes toi. Il faut commencer à 300 000, ouais, pour un petit immeuble de rapport. Parce que là, on parle quand même de villes, de villes moyennes, conséquentes. On parle pas d'un patelin à la campagne où on pourrait avoir des immeubles, mais on pourrait avoir un gros risque de location. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai toujours à mes investisseurs, ce qu'il faut faire attention, c'est que la sécurité est un peu opposée au rendement. Sauf peut-être cas exceptionnel, on va dire la location saisonnière où on reste dans l'hypercentre et on a des rendements défiant toute concurrence. Mais donc plus on va tirer sur la corde du rendement, plus on va potentiellement s'exposer. S'exposer, ça peut être des loyers impayés, du squat, une tension locative faible, des gens peu solvables, et puis après l'insécurité, etc., etc. Donc il faut faire un peu attention à ça. Mais on a des belles villes moyennes où on peut faire des immeubles à partir de 300-400 000 euros. Je pense à Croix, je pense à Roubaix, je pense au centre-ville de Saint-Étienne, potentiellement à 400 le centre-ville d'Avignon. Et là, on a des choses super sympas et qui se louent très facilement, quoi. Et le risque est
j'imagine d'autant plus important qu'on achète un immeuble. Donc on se retrouve avec 2, 3, 5, 10 appartements. Donc si on a un problème, on a tout au même endroit. Donc d'ailleurs c'est un peu je pense que l'argument contre l'immeuble de rapport, c'est est-ce que c'est pas trop risqué parce qu'on achète tout au même endroit plutôt que de diversifier un peu la ville ou le type d'investissement, ou si on a des impayés ou si on a un problème structurel. Moi, je dirais oui et non. C'est un peu compliqué de faire une généralité comme ça. Je dirais qu'on a quand même une diversification du risque puisqu'on le répartit sur plusieurs appartements, plusieurs locataires, plusieurs garants, plusieurs loyers. Donc même si on avait un mauvais payeur, on va dire le reste peut compenser. Maintenant, effectivement, s'il y a une énorme tuile qui vont tomber sur la tête sur l'immeuble, ça touchera tout le monde. Je pense à l'arrêté de péril. Ça, c'est dramatique, l'arrêté de péril. Ça veut dire que vous devez reloger à vos frais l'ensemble des locataires et vous touchez plus de loyer pour rembourser votre prêt initial. Là, c'est très, très compliqué. C'est pourquoi je dis qu'un immeuble, il faut être très technique. Il faut soit se faire accompagner par les acteurs, soit avoir un couteau, on va dire, aiguisé dans son tiroir. Moi, quand j'achète un immeuble, systématiquement, je commence par étude de structure, étude de fluide, passage sur la toiture, à minima. Parce que ça peut être des coûts de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup, quoi. Donc tu fais venir des experts dans ces domaines-là. BET structure pour la structure, et puis des passages caméra par exemple dans les canalisations pour voir si elles sont pas rouillées, percées, poreuses par rapport aux colonnes d'eau, etc. Enfin tout ce qui compose, on va dire, les communs, le bâti de l'immeuble pour pas être embêté par la suite. Mais par exemple, ça peut être aussi visiter les caves. Beaucoup de gens n'osent pas y aller parce que c'est poussiéreux, c'est sale. Ça peut être dramatique. Vous allez voir des renforts. D'effondrement et tout. Ouais. D'effondrement, la mérule, des choses comme ça. Il faut aller dans les caves, absolument. Souvent, l'agent immobilier dit bon, vous voulez voir la cave? On a faut répondre oui, oui. Voilà, c'est oui, oui, mais la plupart disent oh, oui, c'est encombré, c'est sale. Ouais. Voilà. Non, mais il faut pas. Ouais, non, mais ouais, ça a l'air de rien, mais c'est pareil. Moi, j'avais revendu un bien immobilier et on avait constaté que c'était au niveau du garage, mais bon, c'était le bas de l'immeuble. C'est là qu'on commençait. En plus, on les voit, les problèmes à ce niveau-là. Contrairement dans les appartements où c'est un peu caché. Et puis souvent, ces caves, elles sont très humides et l'humidité, ça fait jamais bon ménage. Donc ça peut attaquer les planchers, ça peut poser des problèmes de solidité. D'ailleurs, si vous avez le choix, mettez des planchers béton au rez-de-chaussée, ça évite beaucoup de sujets, quoi. Ok, donc immeuble de rapport. Alors je me souviens à l'époque, parce que nous ça fait longtemps qu'on propose des services aux investisseurs. Et à l'époque, il y avait il y en a moins maintenant il y en a toujours des formateurs immobiliers. Et c'est vrai que l'immeuble de rapport, c'était le truc. C'est le Graal. Acheter à la campagne, parce que c'était vraiment pas cher. En fait, je deviens propriétaire d'un immeuble, c'est génial. J'ai plein de locataires. Et ça sera forcément rentable. Mais bon, j'imagine ce que tu as un peu déjà répondu, c'est que plus-value si la ville et risque évidemment locatif. En fait, c'est un peu le Graal, je dirais que ça flatte déjà un peu l'ego. J'ai un immeuble de rapport, c'est tout de suite plus sexy qu'un studio. Ça peut être hyper intéressant, mais c'est pas parce que vous achetez un immeuble que ça sera hyper rentable. Il y a tout, il y a du très patrimonial comme du très rentable. Non, le gros avantage que les gens normalement vont chercher dans la monopropriété, c'est que vous êtes maître à bord de vos charges. Vous n'avez pas toute la journée des copropriétaires qui vous cassent les pieds et qui vous disent allez, il faut faire la toiture, il faut faire la cage d'escalier, il faut faire la façade. Vous les faites normalement quand bon vous semble, ou du moins avant que la toiture prenne l'eau, ou alors il faut vraiment se prendre une injonction de la mairie pour être obligé de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis ça permet de le faire qu'une seule fois pour peut-être 10 appartements. Alors que quand vous serez en copropriété, c'est pas dit que vous n'allez pas vous prendre 10 façades, 10 toitures, 10 machins, même si c'est réparti au tantième, bien sûr. Et en plus, on a la mauvaise image des syndics qui vont pousser aux travaux parce qu'ils sont aussi rémunérés là-dessus. Et oui, ils sont rémunérés. Partenaires. Du coup, ils poussent aux travaux, même dans certains cas, c'est inutile. Bon, après, Et en plus, on a le choix, évidemment, des devis, on fait ce qu'on veut, alors qu'avec le syndic, on est toujours là en train de dire, il nous faut un 3e devis, il nous faut un 4e devis. Tout est plus long. Ceux qui ont vécu ça, c'est vrai que moi, c'est ce que je me dis aussi. J'ai vu aussi des investisseurs aguerris qui disent, moi, j'achèterai plus en copropriété, j'en ai marre. Plein. Et voilà. Mais bon, après, on n'est plus dans le même monde parce que ça reste quand même des investissements conséquents, malgré tout. Oui. C'est comme tu l'as dit, ça demande une expertise qui est pas évidente. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est tentant quand même. C'est tentant. Moi, je recommande l'achat dans un immeuble de rapport, mais à 2 conditions. 1, soit d'être très technique ou de se faire accompagner par un expert comme nous. Et 2,
Il n'y a pas besoin d'être forcément très riche, hein. Aujourd'hui, la moyenne bancaire, c'est 15% d'apport du prix d'achat. Je veux dire, c'est comme à la portée de certaines bourses. Par contre, j'ai trop de gens qui viennent de formations en ligne, immobilier, bon, il y a à boire et à manger, il y en a sûrement des très bien, et qui me disent, je sors de la formation, je veux un immeuble de rapport, 10% net, j'ai 300 000 euros de budget et j'ai à peine 15 000 euros d'apport. Je t'arrête tout de suite. J'irai pas, je t'accompagnerai pas. Parce que la première tuile qui va te tomber sur le dos, tu pourras pas l'assumer, et là, tu peux te mettre en défaut financier personnel important, quoi. Ah oui, Voilà. c'est vrai qu'il faut prévoir parce que le gros problème auquel on pense, c'est le toit. Oui. Si le toit, ça arrive toujours au bout d'un moment, hein. Au bout d'un moment, on a un problème de toit, forcément une fuite. Et le problème, c'est que là, on a à assumer, pardon, Voilà. comment dire, les charges au complet. Et Tu c'est là que touches c'est du moins doigt. drôle. C'est comme ceux qui achètent des maisons et qui, du jour, se retrouvent à devoir réparer le toit, bah oui, là, ça fait C'est mal, ça. En fait, à contrario, c'est un énorme avantage de maîtriser ses charges en étant monopropriétaire, mais le gros défaut que les gens oublient, et souvent les formateurs, c'est que vous êtes le seul à payer. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir les reins solides, je dirais, je sais pas, au moins 30, 50 000 euros de côté, parce que ça peut aller très vite. Voilà. Ouais, ça c'est un vrai bon conseil là pour le coup. Ok. Alors qu'est-ce que t'as vu toi un peu comme type d'investissement en immeuble? Alors, comment ça fonctionne? C'est plutôt du touristique, un mélange parce que souvent il y a des commerces en dessous ou des professions libérales. Souvent c'est un mélange. Et d'ailleurs nous sur le simulateur les gens nous demandent mais pourquoi on peut pas simuler il y a un bien en LMNP, l'autre en bail commercial, le troisième en je sais pas quoi. Alors c'est vrai que commence à devenir compliqué en fait déjà à évaluer. Alors nous ce qu'on conseille c'est que de faire déjà une simulation sur telle ou telle une moyenne parce que de toute façon on peut jamais tout garantir. Mais toi, qu'est-ce que tu vois un peu comme stratégie qui fonctionne ou ce que tu as vu? Bon, j'imagine que ça dépend des immeubles, mais voilà. C'est très varié. Donc encore une fois, on va être maître à bord de sa monopropriété de son immeuble. Maintenant, il faudra aussi être en conformité avec les réglementations de la ville, parce que l'immeuble fait partie de la ville. Donc déjà, il va falloir regarder un peu la destination de ces lots. Il y en a qui sont peut-être juste commerciales, d'autres juste habitation, etc. Donc on fait pas forcément que ce qu'on veut, ou alors il va falloir rentrer dans une démarche de changement d'usage, de changement de destination. Mais ce qu'on a beaucoup fait, oui, il y a pas mal d'immeubles avec des rez-de-chaussée commerciaux en bas, au rez-de-chaussée. On mixait avec de l'habitation, soit long terme, soit location saisonnière courte durée. On a même créé des bureaux, style coworking. Et puis après, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir des espaces communs. Tu vois, si tu as un peu d'espace, un peu d'argent, tu peux te faire par exemple une bagagerie pour les locataires saisonniers qui aimeraient poser leurs valises parce qu'ils rendent les clés à 11h le matin et qu'ils veulent profiter de leur dernière journée. Tu pourrais partir dans des fantasmes de faire une salle de cinéma commune. Si tu avais beaucoup d'habitations, pourquoi pas y faire une chambre d'amis et que les gens se partagent pour recevoir des proches. Il y a pas mal de choses possibles. Hein. Ouais, des jeux d'arcade, on fait ce qu'on veut. Maintenant, il y a même la nouvelle mode de faire des love rooms. Bon, ça se fait plutôt au rez-de-chaussée. Mais voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Moi, je dis souvent chez Investy, il n'y a aucune limite technique en travaux chez nous. Il n'y a qu'une limite budgétaire chez nos investisseurs. Voilà. Donc après, il faut que ça rentre dans leur budget. Très intéressant. Je crois que tu as déjà un peu parlé des pièges. Donc tu m'as dit avec ce charge V, toi, ok. Donc structure, toit, canalisation, avec souvent des passages caméra. Et quand je dis structure, c'est pas juste les murs, hein, ça peut être les planchers. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont jamais refait des planchers depuis qu'ils ont été construits. Il y en a plein qui s'affaissent. C'est pas dramatique, mais il va falloir les conforter, les renforcer, et autant faire ça dès le départ des travaux, parce que des fois sinon c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais oublier? Il y a par exemple des documents qui sont assez rares, mais sur des immeubles qui ont plus de 10 ans et qui vont créer une copropriété, on pourrait recevoir en main un DTG. Donc c'est un diagnostic technique global, il me semble, l'abréviation. Et ça permet de donner pas mal d'éléments en plus pour quelqu'un qui souhaiterait acheter un immeuble. C'est assez sympa. Et puis après, il y a encore plus de technicité parce que si tu fais des divisions, tu vas avoir besoin, tout ce comporte la division, hein, la séparation des fluides, l'isolation phonique, thermique, etc. Mais tu auras aussi la création des compteurs. Et alors là, bon courage, ça coûte un peu cher, mais c'est surtout que tu as affaire à un acteur qui s'appelle Enedis. Et là, il faut s'armer de patience parce que c'est quand même très compliqué. Ils sont bons sur le terrain,
Mais pourquoi c'est si Mais compliqué? Moi, je l'ai jamais fait, mais je l'entends souvent dire ça. c'est Dès qu'on horrible. parle des compteurs électriques, c'est l'horreur. Mais pourquoi c'est comme ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Bah, Enedis, hein, c'est un acteur qui est pseudo-public déjà, donc bon, on n'a pas tous la même Hmm. manière de travailler, et ça prend honnêtement en moyenne au moins entre 6 mois et 1 an pour qu'il se déplace pour créer un nouveau compteur, hein. Donc tu vois, faut s'armer parce que D'accord. du coup, bah, t'as peut-être fini tes travaux et ton ameublement, t'as peut-être quand même besoin de T'as rentrer des sous, donc l'emprunt. tu loues. Mais du coup, le Hmm. problème, bah, c'est que tu te retrouves temporairement avec des appartements divisés avec un seul compteur. J'ai déjà eu le cas, le locataire part en vacances, il fait sauter les plombs, il coupe l'électricité de l'appart voisin, il part 15 jours en congé, et là tu t'amuses là. Ah ouais, Voilà. mais tu peux commencer à louer avant. Bon, c'est un peu risqué de faire ça, j'imagine. Mais... Tu peux, mais encore faut-il avoir une gestion des clés, avoir les numéros des locataires en place. Mais de toute façon, t'as pas le choix, hein. On voit bien quand même que voilà, l'immeuble de rapport, on est quand même à un niveau, surtout si on fait de la division évidemment, Mm, mm, mm. on est quand même à un niveau, voilà, le débutant qui commence et qui se lance là-dedans, c'est quand même dur de le conseiller d'aller acheter un immeuble. Non, je conseille pas. Je conseille pas. C'est mieux Ouais. qu'ils mettent le pied à l'étrier déjà peut-être dans un appartement, une Mm, colocation, un co-living. L'immeuble, déjà faut les reins solides. Donc normalement quand on est débutant c'est rare. Et puis ouais c'est technique. C'est comme technique. mm, mm, mm. Mais ça Et peut être hyper intéressant, clairement. bah ouais, bah surtout c'est le côté indépendance, je pense que c'est ça qui attire le plus les Après, investisseurs. cette indépendance de la monopropriété, tu peux le retrouver dans la maison de ville, hein. Nous, on en a fait Ouais. énormément dans des communes à côté de grandes agglomérations, par exemple comme Lille. Et là, on fait du co-living. Et là, tu t'embêtes un peu moins parce que t'as pas besoin de faire de division. En fait, souvent, tu as les pièces de vie de séjour en bas, avec même des extérieurs style jardin court. Et puis au-dessus, bah, tu as toutes les salles de bain qui s'enchaînent de manière superposée pour la gestion des fluides. Et puis toutes les pièces de nuit, donc les chambres. Et ça, c'est hyper rentable. Ça permet d'être en monopropriété sans pour autant avoir toutes les galères de la création de parking, la division des compteurs, etc., etc. Mm, mm. Oui, Donc c'est parce que moins cher, il y a la réglementation de monopropriété, création des parkings, hein. Dès qu'on mm, crée des lots, etc., faut que dans ce soit certaines villes, bien ouais. élu. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, voilà, c'est un sujet hyper intéressant, hyper vaste si on rentre en détail. Bon, on va pas rentrer dans le détail de tout, Mm. et du coup, est-ce qu'il y a des différences quand on cherche aujourd'hui un immeuble de rapport, dans la méthode, comment on s'y prend pour rechercher un bien? Comment ça se passe? Comment toi tu t'y prends? C'est des choses qu'on voit facilement en annonce ou faut plutôt développer des réseaux ou des marchands de biens ou je sais pas, des. N'importe quel bien qui serait mis en vente par un particulier lambda ou par un professionnel immobilier comme un agent immobilier, un marchand de biens, un notaire, tout ce que tu veux, que ça puisse être online ou en off-market, sont des biens que je puisse saisir pour ma communauté. Donc pour moi, il faut surtout se fermer aucune porte, il faut tout rechercher. Alors le mythe de chercher que de l'off-market, je pense que c'est une énorme bêtise parce qu'il y a des Hmm, très très bons coups en ligne aussi à jouer. hmm, Il faut jouer sur tous les tableaux. Et puis une fois que l'opportunité coche tes cases, peu importe si elle vient d'un particulier, d'un pro, dans l'online ou de l'off-market, mais il faut la saisir tout simplement. Mais sur les immeubles, non, un peu de tout, hein, un peu de tout. et en ce moment, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que le marché en ce moment, bon, on a eu une année, bon, pour ceux qui suivent un peu l'immobilier et surtout pour le locatif, 2023 qui était compliqué à cause des taux qui augmentaient très vite et ça a fait capoter beaucoup d'opérations et de transactions. Cette année, il semble, je pense que toi tu le constates et on le constate aussi nous, il semble qu'il y ait une petite reprise et que les taux se stabilisent voire baissent maintenant en ce moment. Mm. Comment tu vois le marché, toi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois des différences entre maintenant et fin d'année dernière? Énormément. Honnêtement, moi je suis hyper optimiste. Alors tu l'as signalé pour plusieurs raisons. Un, bon bah déjà nous, ça fait longtemps qu'on a anticipé toutes ces réglementations d'augmentation de taux d'intérêt, d'encadrement des loyers long terme, d'encadrement de location saisonnière, le DPE à rassurer pour obtenir les bonnes lettres D. Donc ça fait 2-3 ans qu'on ouvre déjà des villes moyennes, hein, pour pas les citer. On a fait Annemasse, Saint-Étienne, Orange, Avignon, Croix, Roubaix. Et donc, ça a permis d'assurer une certaine continuité et de pouvoir répondre à ces besoins de cash flow positif et d'autofinancement. On a même des rendements qui montent à 10, 15, 20%, donc c'est quand même énorme. Et donc, comment je sens le marché? Déjà, les taux d'intérêt amènent une certaine flexibilité. On est monté pratiquement à 5%. Aujourd'hui, on peut le dire haut et fort, on est pratiquement en dessous de la barre des 4. Donc ça fait quand même plaisir. On a a priori une chance inouïe, c'est que d'ici fin d'année ou d'ici 2 ans, on va dire, on va retourner sur les taux d'intérêt à 3,5, 3. Donc la bonne nouvelle de se lancer maintenant,
c'est que déjà, on a un pouvoir de négociation sur les prix sur certaines opportunités, ce qui était quand même pas le cas avant. On va pouvoir renégocier son prêt in fine derrière grâce à la baisse de ses taux d'intérêt. Et puis, dans l'immobilier locatif, si je le comparais à la résidence principale, c'est toujours le bon moment d'investir. Puisque finalement, si vous êtes en autofinancement, ça vous coûte que les 15% d'apport au départ et tout le reste est remboursé par le locataire. Mais c'est si simple que ça, l'autofinancement? Non, Aujourd'hui, c'est pas si évident. j'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit qu'il y a des acteurs en France qui savent le faire et nous c'est le cas, on en fait quotidiennement. Et sur un immeuble, c'est peut-être plus simple d'ailleurs, c'est peut-être plus atteignable. Ça peut. Aujourd'hui, l'autofinancement, on va le retrouver majoritairement sur de la colocation co-living, sur de la division et sur de l'immeuble de rapport ou de la location courte durée. Voilà, on va pas chercher plus loin. Là, je te rejoins. C'est pas, je prends le premier 2 pièces venues. Non. Je le mets au loyer du marché avec les plafonnements, ça marche pas. Faut pas se leurrer à 4% aujourd'hui les taux. Ah non, clairement non. Et puis surtout pas dans les grandes agglomérations comme Paris où t'achètes à 10-12 000 du mètre, tu respectes l'encadrement des loyers, t'as 2% brut. Autant laisser ton argent sur le livret A, ça te rapportera plus, quoi. Exactement. Donc voilà, il faut remettre les choses, mais c'est vrai sur les typologies que tu viens d'indiquer, immeubles, colocation, co-living, touristique, aussi des petites surfaces, mais dans des villes moyennes. Voilà. On peut arriver à des choses qui commencent à devenir intéressantes. Exactement. Et donc quand tu pars de ce principe que tu mets que 15% d'apport au départ, que ça te coûte 0 par mois puisque le loyer vient rembourser et le prêt, et les intérêts bancaires et les charges qui te reviennent en tant que propriétaire, bah, c'est hyper neutre. Et donc tu peux entre guillemets enchaîner normalement les opérations. Enfin ça, faut convaincre ton banquier, puisque ça préserve un petit peu ta capacité d'endettement et ça te permet de multiplier les investissements et préparer ta retraite, quoi. Oui, alors dans la limite de tu taxes 70% des revenus, tu voilà. vas être limité en termes d'endettement, etc. Bon, après t'as 35% d'endettement, mais tout ça c'est de la négociation, voilà. Alors ça c'est vrai. Il y a une chose que les gens oublient beaucoup, mais j'aime bien le rappeler maintenant, mais que en fait les gens ont l'impression que les banques entre guillemets traditionnelles, je parle, ne servent à rien, mais en fait malheureusement c'est celles qui servent dans les moments les plus importants. Bah oui. C'est-à-dire au moment où on fait un crédit. Bah oui. Et en fait je l'avais rappelé dans un post et du coup garder une bonne relation commerciale parce que les banques sont une activité commerciale au final. En termes de placement, en termes de patrimoine, en termes de ce qu'on fait avec la banque, en termes d'assurance. Les gens oublient, je pense, mais je le rappelle parce que les gens oublient que payer une assurance plus chère, certes tu vas la payer un peu plus cher dans ta banque, mais derrière, peut-être qu'elle va t'accorder un crédit ou voir des conditions meilleures, et ça vaut largement plus que le surcoût de l'assurance. Et au pire, tu renégocieras ton assurance plus tard avec la nouvelle loi. Mais ça, c'est des, c'est des compétences de négociation qu'on n'a pas forcément quand on est jeune, qu'on n'a pas du tout, sauf certaines personnes qui sont peut-être formées, mais la plupart des gens n'ont pas ce réflexe-là. Moi, par exemple, j'ai mis du temps à l'avoir, ce réflexe de négociation, de compréhension du système. Et oui, c'est vrai qu'on peut déroger. Après, il faut quand même avoir un certain patrimoine. Il faut avoir aussi des arguments à opposer aux banquiers. Voilà. Ouais, mais si tu montes pas de blanche, tu vois, que ton premier projet se passe bien, que ça se loue comme tu l'as prédit, que tu es à l'autofinancement, le banquier, honnêtement, ils enchaînent. Hein. Moi, j'ai plein de gens qui enchaînent les opérations. Et puis après, t'es pas marié avec ton banquier. Si lui touche ses limites, tu iras peut-être en voir un qui a des limites un peu plus loin. Et puis quand bien même que tu es bloqué, après tu t'associeras avec des amis, ta famille dans une SCI, une SARL familiale, où là tu surferas sur la capacité d'endettement un peu plus vierge de ton entourage. Ça marche vraiment ça, le fait de dire je vais acheter en société ou en SCI ou autre. Du coup, je dépasse le taux d'endettement. Moi, ce que je vois, c'est que les banquiers vont quand même regarder la situation globale et personnelle, non? Alors, ils vont la regarder, mais du coup, si tu es en association avec des gens qui n'ont pratiquement pas fait de prêt ou qui ont une meilleure situation financière que toi, bénéficient de leur capacité. Bah ouais. Et donc, tu peux bénéficier de ça. Et après, j'ai entendu dire, mais je pense que c'est un peu du cas par cas, quand tu es, par exemple, en SCI à l'IS, il y a quand même des banquiers qui séparent le perso et le pro. Et donc, ça permet d'être chargé en perso. Voilà, ça dépend du banquier. Mais tu peux être chargé en perso et pas chargé en professionnel, et donc tu peux ranquiller un peu, quoi. Oui, après il y a aussi le cas où si la personne qui emprunte n'est pas forcément salarié mais a une société, forcément où est indépendant ou a créé une structure, la banquier va prendre ça en compte aussi. T'as encore plein d'autres choses. Nous on a énormément de chefs d'entreprise qui nous sollicitent pour leurs investissements locatifs, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les compétences requises. Et là on va faire de l'optimisation, on va créer une holding au-dessus qui va faire remonter ces excédents de trésorerie,
faiblement taxés du coup, et puis il va les redispatcher dans des SCI, des SARL pour investir massivement, et donc avec le même argent en main, tu as une capacité de feu qui est multipliée par 2, contrairement à quelqu'un de lambda qui se prend l'impôt sur le revenu ou la flat tax sur les dividendes, quoi. Oui, et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que, alors par contre, ça concerne ceux qui ont déjà acheté. Donc au bout de quelques années, une fois qu'on a acheté, qu'on a commencé à amortir le bien, enfin à capitaliser, etc. Sur le crédit, que le bien commence à y avoir une valeur en fait possédée du bien sur son crédit et un capital restendu qui diminue. Et que même si on commence à devenir imposé, le fait de refaire une opération vient recombler le gain de la première opération et de recréer du déficit qui va aller se rajouter finalement à l'autre bien et du coup réduire aussi l'imposition. Ah mais c'est complètement. bien aussi de faire des opérations au bout d'un certain temps. Ah mais en fait t'es condamné dans l'immobilier si tu veux pas te faire éclater en imposition, si je puis dire, à te recréer de la charge pour écraser cet excédent de ton patrimoine. Et je rejoins quelque chose que tu étais en train de dire. Quand tu vas commencer à rembourser beaucoup de ton prêt, je dis une bêtise, peut-être 10-15 ans, tu as potentiellement la possibilité auprès de ton banquier d'hypothéquer la valeur déjà remboursée et te faire prêter une certaine somme de cette somme-là, environ, je dirais 50%. Et donc, ça peut te donner un poumon financier pour relancer les opérations, quoi. Et du coup, ça te permet de ne pas vendre ton bien immobilier, donc de le conserver, de conserver finalement les loyers, parce que les loyers, c'est quand même une capacité d'endettement accrue. Même s'ils prennent 70%, c'est quand même un revenu en plus. Et du coup, tu gardes ton bien, tu le gardes juste en garantie, finalement, ce que tu disais. C'est ça. Et ça te permet de refinancer derrière. Bon, alors, évidemment, ça, c'est pas pour les débutants qui achètent leur premier bien, mais il faut aussi comprendre comment ça fonctionne l'immobilier au bout d'un certain nombre d'années. On ne devient pas riche du jour au lendemain, évidemment, mais c'est sur la durée que c'est incroyable, en fait. Exactement. On fait des choses extraordinaires qui, franchement, si tu t'y mets avec nous, ou même tout seul d'ailleurs, te permettra de prendre ta retraite peut-être 10, 15, 20 ans avant tout le monde. Par contre, c'est du long terme. Il n'y a pas de magie. Je te rends pas rentier en 5 ans, c'est impossible. Mais je peux te faire changer de classe sociale. Je peux doubler, tripler, quadrupler ta retraite, clairement. Mais il faut s'y prendre tôt. C'est vrai qu'on a parlé de cash flow positif, mais les gens oublient très très souvent que l'immobilier est aussi un placement d'investissement, donc de plus-value. Et c'est vrai que sur une longue durée, mais ça, moi je le rappelle aussi dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on explique aux gens, c'est que sur de la longue durée, l'immobilier, mais à l'instar de la bourse aussi, ou les marchés boursiers, ils sont toujours à la hausse. Plus le temps est long, plus on est gagnant et voilà. Donc et c'est ça, l'argent n'est pas c'est ça qui est fou, c'est que le loyer. Voilà. Exactement. T'as déjà des rendements qui sont hyper intéressants, mais tu rajoutes les deux facteurs que tu cites dessus, la plus-value qui peut être colossale. Je prends des exemples concrets. Les investisseurs qui nous ont fait confiance à Marseille, en 5 ans, ils ont pris 50% de plus-value. À Lyon, c'est 6% par an depuis 20 ans. Ça s'est passé à Bordeaux en 10 ans. Moi, je l'ai vu à Angers. Donc Angers, qui est une ville beaucoup plus petite, qui est quand même assez conséquente. Et c'est très intéressant, c'est que pendant 10 ans, le prix a stagné. C'est là qu'on voit la résilience et le fait de, et c'est pareil dans les marchés financiers d'ailleurs, mais le fait de tenir, d'avoir les reins solides et d'être patient. Pendant 10 ans, il s'est rien passé sur le marché en juin, que je connais bien. Mais en 2 ans, les prix ont doublé. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est énorme. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Donc, c'est énorme. Voilà, c'est que des ça se joue dans le temps. Et tu rajoutes à ça l'effet levier. Je veux dire, nulle part ailleurs, ni dans la bourse, ni dans la crypto-monnaie, tu mets 15% de la somme, on te prête 85% du restant, et à la fin, tu as effacé la dette, tu as empoché déjà les 85%. Donc même si tu étais à un rendement de 0, ça resterait hyper intéressant. Oui, mais ça, c'est encore un autre espèce de, je pense qu'il est d'ailleurs plus français qu'anglo-saxon, c'est qu'on a moi je l'avais et mes parents l'avaient, cette espèce de peur du crédit. Le crédit, c'est le mal. Sauf que c'est vrai, sauf dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est l'inverse. C'est un outil d'enrichissement finalement. Bah oui. Voilà. C'est ce qui a fait la fortune de Trump et d'autres très milliardaires aujourd'hui. De beaucoup de gens. Et puis honnêtement, on parle de risque avec le prêt, mais quoi de plus sécuritaire que les 3 besoins vitaux de la vie? C'est boire, manger, se loger. Donc si vous êtes dans l'ancien rénové à neuf comme nous, dans le résidentiel, les gens ils couperont l'abonnement Netflix, leur leasing Mercedes d'avant de couper leur loyer, quoi. Donc c'est hyper sécuritaire. Et d'ailleurs, on le voit dans les dernières crises qu'on a vécues, c'est ce qui a le mieux résisté à la crise sanitaire du Covid et à la crise économique qu'on est en train de vivre. Tous ceux qui sont dans des bureaux, des rez-de-chaussée commerciaux, ne tiendront pas le même discours aujourd'hui, même le neuf. Voilà. Ouais.
Ouais, bah écoute, c'est l'occasion de rappeler tout ça. Et l'immeuble de rapport, oui, ça reste un des bons moyens de faire un investissement C'est un aujourd'hui. très bon levier, ouais. Après, il faut Euh, mixer, il faut diversifier. On peut faire de l'immeuble un peu de maison, un peu d'appartement, dans différentes villes, dans différentes typologies d'habitation, dans différentes hmm. locations, et ça permet de pas mettre ses œufs dans le même Moi, j'aime panier. bien cette idée de diversifier là. Tu vois, moi, j'avais jamais fait de saisonnier, bah, je commence à en faire parce qu'au final, je me dis, mais mince, je passe à côté d'une Mm. diversification. Et oui, le saisonnier peut moins bien se porter. Le résidentiel peut mieux se porter. Bah, au moins, je suis dans les deux. Et c'est pareil quand on investit sur les marchés financiers, même stratégie, quoi. L'avantage de la location saisonnière, le plus gros risque, on le sait, c'est le changement de réglementation, parce qu'en France, on aime bien ça. Ouais, Mais même si tu en as déjà profité pendant 5 10 ans, tu auras tellement remboursé ton prêt, et ben tu te claques des doigts et tu bien sûr, rebascules en t'as raison. location classée long terme LMNP. Classique. Voilà. Mm. Mais Ouais, honnêtement, ouais. moi aujourd'hui, Ou tu revends, ou tu c'est le revends. problème. Ouais. Mais moi, je fais énormément de location saisonnière à titre professionnel, bien sûr, personnel. C'est incroyable, c'est des cash machines, hein. Enfin, Mm. honnêtement, moi j'ai rendu ma famille rentier grâce à ça, hein. Et Oui, en alors très peu sauf de que temps. c'est vrai que maintenant, on peut pas comparer maintenant aujourd'hui à les 10 années voilà qui ont fait le bonheur de ceux qui ont été sur Airbnb au départ, surtout à Paris. Mais maintenant, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais il reste plein d'opportunités malgré tout, malgré les Il y a réglementations. plein d'opportunités. En fait, la réglementation saisonnière, il faut savoir qu'elle est propre à chaque ville. Donc il y a des villes qui sont condamnées et Mm, il y a des villes, c'est encore l'Eldorado. Et nous, on mm. surfe là-dessus, hein. Ah oui, là, on avait proposé un partenariat. C'était une maison à Dijon, louée en Airbnb. Et Dijon, bah, il y a des gens, il y a des touristes toute Mhm. l'année, enfin une grosse partie de l'année, on va dire, qui viennent à Dijon pour louer en touristique. Et il y en a Et plein des Dijon, il n'y villes a comme pas de ça. réglementation, par exemple. Mhm, Voilà. Donc mhm, il y en a plein des cas comme ça. mhm. Ok. Est-ce que tu as un exemple d'immeuble récent, plutôt rentable, mais pas forcément ultra rentable, mais concret, réaliste, dans une ville aujourd'hui que tu as fait récemment ou que tu as en tête? Bah, on en a fait plein. Donc, on a cité, par exemple, le gros immeuble qu'on avait rénové, qui avait brûlé là en arrêté de péril à Marseille. Bon, Alors Marseille, ça, hein. c'est un cas un peu extrême, mais un cas Oui. plus, on va dire, avec moins de problèmes ou... Et ben, on a fait par exemple un autre immeuble à Marseille, de tête, hein, parce qu'il y a tellement de projets. Je crois qu'il faisait aux alentours des 600 mètres carrés. On est sur une des plus belles rues de Marseille, donc un Ça fait emplacement un gros premium budget, là. patrimonial. Gros budget. Il y avait un rez-de-chaussée commercial qui est loué, qui l'est toujours d'ailleurs, un premier étage qui est un petit peu mal loué parce qu'avec le temps les loyers n'ont pas beaucoup augmenté, donc le jour où il partira, on le rehaussera et ça permettra de booster un peu l'opération. Et puis après on avait 2 étages qui étaient des T3 si je ne m'abuse et un dernier étage qui était loué. Donc pourquoi je cite tout ça, c'est que c'est rare d'avoir un immeuble de rapport où tout est libre d'occupation. Un immeuble, c'est un projet long-termiste. Donc on va commencer par ce qu'on peut faire, par exemple des renforcements Mhm. structurels, les appartements libres d'occupation, les retaper, les diviser, etc. Et puis bah, dans le temps, les gens nous rappellent, parce qu'ils font partie de notre communauté des investisseurs, et on refait des bouts de travaux, des bouts d'ameublement en fonction des départs et des envies des locataires et du propriétaire. Et là, bah, le deuxième et troisième étage, c'était les T3, on les a divisés en 2 T2 chacun, donc 2 T2, 2 T2. On vient de finir la pause des 10 des compteurs, ça a pris 1 an. Je remercie la Ouais. patience de l'investisseur qu'on avait prévenu, mais voilà, on n'a pas le choix. On peut pas le faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, bah, il en est très satisfait parce que il me semble, hein, si je ne m'abuse, 600 mètres carrés, il y a 2, 4, 5, 6 appartements et un rez-de-chaussée commercial. On a tout loué en 3 jours. Voilà. Mm. Et au prix qu'on avait indiqué pour pas dire plus. Donc, Bah, si c'est un bon emplacement et que c'est refait, y a pas de voilà, souci, quoi. l'investisseur est ravi. Maintenant, il découvre que dans un immeuble de rapport, il y a quand même des frais à faire face parce qu'il est le Mm. seul Mm. monopropriétaire, si je puis dire. Et donc, faut avoir les reins solides, etc. Par contre, là où j'essaye de le rassurer, c'est que parfois, c'est des frais effectivement importants à l'instant T, mais qu'il faut lisser dans le temps. Vous faites une toiture, vous êtes tranquille Pas pour tout faire en même 50 temps, ouais. ans, 100 ans. Pareil Mm. pour une façade, une cage d'escalier, etc. Voilà. Mm. Mm. Mais sinon, non, non, ravi. Et après, bah, j'ai plein d'exemples, des maisons de ville ou des petits immeubles de rapport dans la région lilloise, pour de l'étudiant, en co-living, avec beaucoup de salles de bain individuelles. Ça, c'est assez sympa comme produit. C'est hyper rentable. Et puis honnêtement, quand on finit les produits, à chaque fois, je me dis, mais j'aurais rêvé d'avoir ces produits en tant que locataire quand j'étais étudiant, parce que j'étais pas à ce niveau de qualité de travaux et d'ameublement. Et puis à plus, avec des extérieurs assez sympas, pourquoi pas des barbecues, des salons d'été. Donc, Oui, ça c'est l'autre, comment dire, conseil un peu contre-intuitif. Alors bon, évidemment, nous deux, on est dans l'immobilier, enfin, on connaît un peu le sujet, mais
pour celui qui est pas forcément dedans, et la plupart veulent apprendre, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est en dépensant et en mettant, en faisant mieux que la concurrence. En fait, ça reste un business. Hein. Bah oui. On crée un logement. On est en concurrence avec les logements à proximité. Quand quelqu'un vient louer, lui, il vient, il visite, il doit choisir entre des trucs. C'est exactement comme entre choisir un hôtel 5 étoiles et un hôtel première étoile. On va pas payer pareil. On veut son confort. Tout le monde n'a pas les mêmes budgets, les mêmes demandes en termes de niveau de qualité. Et forcément, un bien de plus grande qualité ou de mieux décoré, mieux refait, mieux va se louer mieux, va induire moins d'impayés, etc. Et puis c'est surtout que tu vas attirer la clientèle que tu as envie d'avoir en tant que locataire. Voilà, les peu chers, les moins chers créent aussi beaucoup de soucis. Et puis il faut pas oublier que toutes ces charges de travaux d'ameublement sont des charges comptables aussi derrière pour éviter de se faire lourdement imposer sur ce cash flow positif, quoi. Donc c'est aussi intéressant de le faire. Et puis moi je trouve ça bien de remettre à neuf les biens parce qu'au moins tu es tranquille pour une décennie, tu sais ce qui a été fait. En plus tu as profité bien sûr de la rénovation énergétique pour le DPE et puis tu es tranquille, tu es reparti pour une décennie, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, écoute, c'est toujours l'occasion de le rappeler, même si on le dit à chaque fois, on le rappelle parce que on n'a pas forcément les mêmes auditeurs à chaque fois. Mais en fait, les gens ont assez peur des travaux. Je dirais même, c'est peut-être la plus grande peur de nos investisseurs. Ouais. Je peux le comprendre, hein, parce qu'il y a il y a à boire et à manger. C'est la galère. Faut pas l'avouer. C'est la galère si tu pars en solo, en kamikaze. mais nous, honnêtement, on fait plusieurs millions d'euros de travaux par an. C'est facile parce que c'est notre quotidien. Tu as beaucoup d'aléas, mais des aléas gérables avec l'expérience. Et donc, tu prends des marges de temps, des marges de budget. Tu as bien qualifié tes artisans, donc t'en fais profiter à ta communauté. Donc non, les travaux, c'est gérable. Et puis le DPE, ça fait peur à beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, par exemple, si tu mets en place des audits énergétiques ou si tu as les compétences en interne comme nous, parce qu'on en fait beaucoup et qu'on est économiste de la construction, mais nous, on garantit la lettre qu'on obtiendra à la fin du travaux. Donc on dit, vous l'aidez, on vous la garantit. Voilà ce qu'il faut, par quoi il faut passer. D'ailleurs, parfois, ça fait des économies. Parce que les gens ont l'impression qu'il faut tout faire, mais pas du tout. En changeant 2-3 postes, ça permet de monter en lettres. Et puis après, on déroule et on finit les travaux et on obtient l'objectif visé, quoi. Tout à fait. Écoute, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, un peu d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui et comment t'en es venu à ce que tu fais? Ouais, et moi du coup c'est Paul Chavrier, d'où je viens. Je suis originaire de Lyon. J'ai fait mes études à Lille dans la l'EDEC Business School et un master spécialisé en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Et puis j'ai toujours été passionné par l'immobilier de près ou de loin avec mon entourage et ma famille. J'ai commencé du coup par accompagner mon frère, ma sœur, mes oncles et tantes, mon père, ma mère, tout le monde. Ouais. Ça commence comme ça. Et puis je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire cet effet levier, ces investissements très sécurisés et très rentables qui te permettent non pas d'être rentier, enfin en l'occurrence si ça pourrait l'être, mais au moins d'être indépendant financièrement. Et donc je voulais absolument en faire énormément à titre personnel. Et je me suis dit, mais pourquoi pas allier l'utile à l'agréable? Et donc, j'en ai fait mon métier. Je me suis dit, s'il y a beaucoup de gens dans l'entourage qui en ont besoin, il y en a sûrement beaucoup qui en ont besoin aussi en France ou pas dire à l'international. Et donc, on a industrialisé ça, on l'a transformé sous la marque Investy et on accompagne maintenant des centaines d'investisseurs tous les ans depuis 6 ou 7 ans chez Investy, un peu aux quatre coins de la France. Puisque la grande diagonale, c'est Lille, Lyon, Marseille pour les grandes agglos, et les petites villes moyennes, c'est Croix-Roubaix, Annemasse, Avignon, Orange et Saint-Étienne. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que les projets sont hyper variés, on fait jamais le même métier. Ça va du petit studio du primo-accédant à l'énorme immeuble de rapport, en passant par du loué, pas loué, des gros travaux, des petits travaux, la location long terme, la location courte durée, à Lille ou à Marseille. Il y en a pour tous les goûts, aussi bien du patrimonial à 3-4% de rendement brut que de l'ultra rentable à 15-20% en courte durée. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours une surprise l'immobilier. Moi, je le vois à chaque fois que j'ai voulu faire une opération. Il y a ce côté, surtout si on le fait soi-même, il y a ce côté. On tombe sur tout, c'est hyper varié. Et puis du jour au lendemain, il y a un truc incroyable qui tombe, on sait pas pourquoi. Et c'était le premier dessus, mais ça demande du temps. Ah bah oui. Faut quand même du temps. Hein. Après, c'est énormément de temps. C'est hyper chronophage. C'est pour ça qu'il faut se faire aider si on n'a pas forcément le temps ou l'envie. Mais tout est possible. On peut le faire soi-même, on peut se faire accompagner, hein, comme tu l'indiques. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est que des fois on tombe sur des trucs. Il y a des pépites. Récemment,
Enfin, parce qu'il y a aussi des situations personnelles, des vendeurs complètement différents. C'est ultra varié. Et je pense que c'est ça que les gens aiment pour ceux qui en ont fait, en tout cas, une activité un peu plus régulière. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Comme tu le disais, il y a toujours des bonnes opportunités, même à 4% de taux d'intérêt. Il y a des gens qui sont pressés de vendre par rapport à la situation personnelle, des divorces, des successions, des choses comme ça. Par contre, tu as touché du doigt quelque chose hyper important dans l'ancien, je parle pour moi, pas pour le neuf. La réactivité est le maître mot. N'importe quel bien qui sort en vente, 20 minutes après, on est dans l'appartement, 20 minutes après, je ressors, j'ai les vis cachées, le chiffrage des travaux, les plans 2D, les visuels, et je fais mon offre. Et le problème, c'est quand tu gagnes 100 000 euros par an, allez, 50 000 euros par an, et que tu as des obligations du stress par rapport à ton employeur, tu peux pas leur dire, les gars, en plein rayon, il y a un bien incroyable qui vient de sortir, je pars à Marseille en visite. C'est mort. Et le premier qui visite et qui oui. a gagné. Ben voilà. Tout, et donc, nous, on apporte cette réactivité à toutes les échelles, toutes les phases du projet, quoi. Tout à fait. Ça, on dira jamais assez la réactivité parce qu'en fait, en plus, ça rassure le professionnel en face qui, lui, va du coup faire confiance et du coup, te remonter les infos avant les autres parce qu'il sait que toi, t'es sérieux. Donc, c'est là-dessus. Et puis, t'as d'autres choses dans la réactivité, tu vois. Il va te dire, attendez, mais est-ce que vous êtes finançable? Et monsieur, j'ai ma simulation bancaire, j'ai ma capacité de paiement. Ah, bien. Mais vous avez besoin de revenir avec des articles. Bah oui, voilà. Mais il y en a plein qui le font pas. Vous avez besoin de revenir dans 48 heures, 72 heures avec un architecte et des artisans? Mais non, monsieur, c'est bon. Moi, les travaux, je les ai déjà chiffrés, j'ai tout ce qu'il faut. Putain, génial, ça va vite, les mecs sont pros, ok, ça y va, et ça rassure un agent immobilier, un banquier, un notaire, etc., etc. Mais je sais pas si les gens nous connaissent tous, mais pour redire juste 2 mots sur cette structure, Invisti, on fait de l'investissement locatif clé en main, et on accompagne les gens de A à Z, donc de la recherche de l'appartement jusqu'à sa mise en location, en passant par toutes les grandes étapes clés qui sont trouver le bien, le notarial, trouver le prêt, gérer les travaux, gérer l'ameublement, gérer la location. Et ça permet d'avoir un seul et même interlocuteur qui a toutes ces expertises différentes, la réactivité nécessaire, tous les partenaires de tous les différents corps d'État qu'on a besoin, et puis de dérouler, comme sur des roulettes, le projet de A à Z en tenant ses promesses de renta, de budget, de délai. Voilà. Top. Alors j'ai une question quand même, c'est plus... parce que bon, l'investissement immobilier, c'est vrai que quand ça fonctionne, tout va bien. Mais quel a été, est-ce que tu as une anecdote ou quel était ton pire investissement, soit personnel ou dans ton travail, quel a été le pire ou celle que tu te souviens ou pire erreur, tu vois? Parce que voilà, on en fait aussi des erreurs. Écoute, je touche du bois. J'ai jamais eu d'opération qui n'a pas fonctionné, qui ne s'est pas louée, et Dieu merci, ça veut dire. Non, mais qui fonctionne moins bien ou sur lequel t'aurais pu faire autrement, tu vois ce que je veux dire? Je réfléchis. De toute façon, il y a aussi un truc dans l'immobilier, c'est que c'est jamais complètement une mauvaise opération. À part peut-être dans le neuf ou peut-être dans certains cas où quand font vraiment n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est jamais complètement une mauvaise opération, mais quand même, on fait des erreurs. Moi, par exemple, le premier que j'ai fait, c'était une grosse erreur. Il y avait une erreur. Ah ouais. Mais voilà. Mais c'est normal. On a eu des aléas, mais gérables, mais au premier instant, ça faisait un peu peur. J'ai plein d'anecdotes. On a acheté des appartements qui avaient des punaises de lit. Ça, c'est la misère. Ça veut dire que tant qu'il y a de l'humain, puisqu'elles se nourrissent du sang, tu peux plus louer pendant 6 mois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en a aperçu tôt. Donc, on a fait une vente longue pour que l'appartement ne soit pas habité pendant 6 mois, le temps de l'acquisition, d'obtention de prêt, etc. Les puces, du coup, sont mortes naturellement. On a fait venir un diagnostic de punaises de lit. Je sais pas si tu savais que ça existe, mais avec un berger allemand qui est un chien renifleur et qui te dit, OK, il y a plus de puces de lit. Et dans le doute, parce qu'on était quand même stressé, on a cramé tout ce qui était textile, les fauteuils, les rideaux, etc. Et du coup, on a pu acheter vraiment pas cher et aujourd'hui ne plus jamais avoir de problème. Donc c'est un problème stressant mais gérable. Mais on a eu plein de choses. Par exemple, je me suis aperçu dans la relecture notariale, parce que nous on joue presque un rôle de clerc de notaire, si tu veux. Je relis tous les documents et j'en fais une synthèse à mes clients et je leur dis go ou no go, pourquoi on peut y aller sereinement ou pourquoi on doit vite faire marche arrière parce qu'il y a un loup. Je me suis aperçu que la personne avait posé un Sony Brayer en toilette dans l'appartement sans autorisation. Donc là, je tilte, je dis, c'est quoi le truc? Je rappelle le propriétaire, je me rends sur place en l'ayant informé par texto, et il était en train de percer un mur porteur au marteau-piqueur pour se créer sa propre évacuation. Je dis bon, merci, au revoir, et j'ai couru dans la cage d'escalier pour éviter de me prendre un étage sur la tête. Et donc, on a fait marche arrière. Ça m'arrive plein de fois de casser des ventes pour des investisseurs, hein. Mais c'est là où les gens ne se rendent pas compte. Ils peuvent faire confiance à personne. Même si vous avez un bon notaire et que vous le remettez en relation avec un notaire vendeur,
vous devez tout relire parce qu'il y a des choses fondamentales qui peuvent mettre à mal votre projet, pour pas dire l'anéantir. Votre stratégie, c'est de faire de la coloc, de la location meublée. Vous avez peut-être même pas le droit. Votre projet s'arrête là. Et ben, si votre notaire a pas checké ça, et je vous dis que ça existe, j'ai des anecdotes, hein, des notaires qui arrivent le jour J, qui vous disent, on est acheteur, on est vendeur. Tu te dis, ça part mal. Là, c'est mal parti. Ouais, pour résumer, c'est quoi? C'est règlement de copropriété, tout ce qui est risque. Ah, il y a plein de choses. Les PV d'AG pour voir. PV d'AG, voilà, c'est ça. PV d'AG. Prêt à dater pour voir s'il y a des mauvais payeurs et en masse. Regardez les PV d'AG, bien les lire parce que c'est pas évident hein, de tous les lire et de regarder ce qui a été décidé, pas décidé, ce qui a été les devis travaux, on les a pas forcément. C'est-à-dire que tu as les PV d'AG, mais t'as pas forcément les devis qui allaient avec. T'as les montants parfois. T'as d'autres documents intéressants. Moi, je lis systématiquement. T'as le carnet d'entretien, t'as la fiche synthétique de l'immeuble. Tu me prends de court, il y en a plein d'autres, mais j'ai ma petite checklist. À chaque fois, je coche. Non, il faut tout relire. La copropriété, c'est pénible à lire parce que c'est souvent très long, mais il y a quelques chapitres très importants. Hyper important. Assez rapidement une fois qu'on a l'habitude. Ouais, mais tu vois, en parlant du règlement de copro, je crois que t'en as fait les frais. Ah oui, c'est pour ça. Du coup, j'ai pas acheté, tu vois. Ok. T'as des clauses de bourgeoisie. Je sais pas si les gens connaissent, mais globalement, à l'époque, les gens voulaient que leurs immeubles soient de bonnes mœurs, loués à des gens honorables. Et c'était surtout un phénomène pour lutter contre la prostitution. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus du tout pour ça, ça n'a plus de sens. Sauf que ça s'applique pour la réglementation de la location saisonnière. Il faut faire super attention. Enfin voilà, il y a 1000 anecdotes qu'on peut se raconter, mais j'ai vu parce que là du coup comme j'ai fait cet investissement, c'était un investissement touristique du coup. Du coup, oui, j'ai passé, j'en ai vu des règlements de copropriété, et il y a de tout, et c'est rédigé de 1000 façons différentes, et c'est vrai que cette clause de bourgeoisie revient très très souvent. Ouais. Et pour l'instant, elle n'est pas, comment dire, elle est très floue, même en termes des décisions qu'il y a eu. Sur la location. C'est de l'interprétation, même les avocats ont du mal à se positionner. Hein. Voilà. Après, il y a une nouveauté maintenant, tu vois, je prends la ville de Marseille. Si tu veux pouvoir louer, il te faut l'autorisation de la copropriété. Donc c'est assez méchant. Hein. Et pour ça, il te faut soit noir sur blanc dans le règlement de copro, mais le plus simple, ils le font pas parce que c'est trop coûteux. Ils font quasiment jamais ça. Et bah du coup, c'est dans les procès-verbaux d'assemblée générale. Donc faites-le, allez aux assemblées générales, votez pour ces textes. Déjà vous triplerez votre loyer. 2, vous allez valoriser votre foncier, parce que si demain vous revendez un bien qui peut se louer 500 € en long terme et 1500 en saisonnier, vous le revendrez pas le même prix. Voilà, donc il y a tous ces documents à regarder. Je précise une chose à ceux qui veulent faire du touristique, parce que c'est vrai que j'ai été dedans récemment, donc je connais pas mal le sujet, c'est que la loi va se durcir, elle n'est pas encore votée, mais elle va l'être là incessamment sous peu, hein. On est en avril 2024. Mais en fait, toutes les villes vont demander cette fois le fait de déclarer, donc ça va être dans toutes les villes, si c'est voté, donc ce sera pas uniquement les grandes villes, même s'il n'y a pas la loi de compensation, les gens pourront aller regarder ce que ça veut dire, mais même s'il n'y a pas la loi de compensation, ils vont demander le règlement de copro, ils vont demander à déclarer, et donc ça va être un problème. Donc même si ça ne l'est pas aujourd'hui dans la ville dans laquelle vous investissez, il faut absolument se garantir de ça, parce que ça va le devenir dans les mois. Après, il y a des possibilités de changement d'usage, de changement de destination, de vote en procès verbal qui te permettent d'accéder à ce Graal. Dès qu'on commence à voter, on l'a évoqué sur l'indépendance, dès qu'on commence à voter, il suffit qu'il y ait deux résidents permanents, voilà. Qu'il y ait des voix, enfin voilà. C'est toujours un peu compliqué. Ok, écoute, très très intéressant. Évidemment, on n'aura pas le temps d'évoquer tous ces sujets-là dans ce podcast-là. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter ou... Moi, je rajouterais une chose. Il s'est quand même passé pas mal de choses là cette dernière année avec tous ces encadrements de loyer long terme, de location saisonnière, de DPE, les taux d'intérêt à la hausse, à la baisse. Ouais. Faut suivre, hein, parce qu'en France, ils aiment bien le changement. Faites vraiment attention à ça, parce que permis de louer, on a le permis de louer aussi qui nous impacte. Mais contrairement DPE, tu veux dire le permis de louer? Non, le permis de louer, le permis de louer, en gros, c'est tu dois demander l'autorisation de la mairie pour louer ton logement. Ils font venir quelqu'un qui est comme un diagnostiqueur. Pour faire simple, il faut des diagnostics vierges. Donc, par exemple, une classe plomb qui aurait été en classe 1 ou 2, tu l'aurais laissé parce que la loi te l'autorise et c'est pas grave. Le permis de louer, il t'interdit de louer. Hein. Donc ça, tu as intérêt à le savoir avant, pendant tes travaux, pour corriger toutes tes anomalies. Enfin bon, c'est pas là où je voulais en venir, mais c'est attention au changement de réglementation, faites-vous accompagner, informez-vous, parce que c'est super important. Par contre, moi, ce que j'ai senti depuis 1 ou 2 ans,
c'est que cette grande locomotive où tout le monde investissait, qui était Paris, Bordeaux, Lyon, les grandes villes un peu chères mais sécuritaires, c'est fini. Aujourd'hui, c'est les villes qui se fracassent en prix. Les loyers sont encadrés, ça fait super mal. Et donc, on a des rendements qui sont ras à la pâquerette. Aujourd'hui, la vraie locomotive, c'est les villes moyennes. Et tout le monde l'a compris, c'est les villes qui explosent en termes de prix. Mais je prends un exemple concret. Lyon, vous achetez un T2 280 000 euros, vous allez louer péniblement 650 euros avec l'encadrement des loyers. Vous allez à Saint-Étienne, 1 heure de route, vous achetez le T2, je sais pas moi, 80 000 euros, 90 000 euros, vous allez louer 550 euros. C'est mathématique. Alors il y a des gens qui vont te dire Saint-Étienne, ok, mais Saint-Étienne c'est Saint-Étienne. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, il y a plein d'arguments. Il y a 40 000 étudiants pour 160 000 habitants. Ça fait quand même une personne sur 4 dans la rue qui est étudiante. C'est quand même énorme. Et puis, le centre est assez bourgeois, hein. Allez vous promener à Saint-Étienne. C'est mignon. Il y a des beaux immeubles, il y a le tram, il y a les belles places. J'irai pas partout, hein. Faut être hyper sélectif sur l'emplacement. Mais ça se loue comme des petits pains pour les petites surfaces. Attention, par contre, aux grandes surfaces colocation qui ont peut-être trop d'offres et qui vont être sujets à de la vacance locative. Mais petites surfaces ou immeubles divisés avec des petites surfaces bien placées, bien rénovées, bien meublées, ça se loue comme des petits pains. Et je rajouterai un petit conseil pour ceux qui font de l'étudiant en tout cas, c'est qu'il y a la garantie Visale. Mais bien sûr. Je sais pas si tu la conseilles, mais la garantie Visale c'est incroyable. Les gens génial. ne se rendent pas compte à quel point en France on a des outils mais qui sont incroyables. C'est-à-dire que je sais même pas si ça existe. Ça m'étonnerait que ça existe dans un autre pays. Je suis pas sûr. C'est-à-dire que la garantie Visale, vous avez quand même l'État, enfin 1% logement dont utilisent les entreprises, qui va vous garantir pendant 3 ans des loyers, alors sous respect de bien respecter la procédure. Bon, c'est pas très compliqué. Justement, ça force à bien vérifier que le locataire paye. Et il va vous garantir quand même 3 ans, et ça concerne particulièrement les étudiants et les jeunes, ça concerne pas tout le monde, hein. Mais c'est quand même l'État qui vous garantit, donc vous avez même plus besoin de garantie loyer impayé, donc ça vous coûte rien, ça coûte rien au locataire, et vous n'avez pas à galérer auprès d'une caution personnelle dont la situation peut changer et peut devenir compliquée aussi, même si elle gagne beaucoup d'argent. Et vous garantit quand même 3 ans de loyer. Enfin, c'est génial. Incroyable, quoi. Mais en fait, tu touches du doigt quelque chose d'important pour peut-être des gens qui osent pas franchir le pas et qui osent pas investir. Il y a des garanties quand même. Voilà, ça existe. Il y a des risques, oui, mais il y a des solutions en face. On vient de parler des impayés qui est un risque. La garantie Visale l'efface complètement, ou la garantie loyer impayé GLI. Vous pouvez avoir de la dégradation, mais vous avez aussi quand même 2 mois de caution. Vous avez des garants derrière, vous avez des assurances. Pour la vacance locative, bah, il suffit de taper sur la ville. Visale garantit les dégradations aussi, je crois. Ah, il y a la dégradation aussi? Ah, tu mets le doute. Alors, il y a des conditions, mais je crois qu'il y a aussi la dégradation. La vacance locative, si t'es dans des biens où il y a une belle tension locative, bah, normalement, en fait, t'as jamais de vacances locatives. Pendant le préavis, t'auras déjà trouvé ton locataire. Voilà. Et en plus, au pire, bah, tu feras un bout de location saisonnière pendant le trou de l'été. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme risque? On a payé des impayés, des dégradations, de la vacance locative. C'est déjà pas mal, hein. Donc, oui, mais c'est ça qui fait peur. La plupart des gens qui n'osent pas franchir le pas, c'est ce qu'on vient de citer. Oui, mais on vient de prouver qu'il y a une solution en face pour chacun de ces risques, et qu'en fait, l'investissement immobilier assez rentable avec un risque proche de zéro existe. Oui. Tout simplement. Hein. Alors, il n'est pas de zéro, évidemment. Proche de zéro. C'est vrai que le risque, il est quand même. Alors, si on s'y prend bien, attention, si on s'y prend bien, on peut faire des investissements avec un risque très très faible dans l'immobilier, c'est vrai. Ah ouais. Mais ce qui est dommage quand même, pas de souci. Ce qui est dommage, je trouve, dans notre secteur, c'est que les gens qui sont censés connaître le mieux l'immobilier, c'est les gens qui nous prêtent, c'est les banquiers. Enfin, ils font des prêts toute la journée pour de l'IMO. Vouloir parler de location meublée non professionnelle, on en perd déjà un bout. Vouloir parler de location saisonnière, c'est rideau. Ils ne prennent pas en compte. Personne. Tu parles de le SRL familial, t'en as perdu les 3/4. C'est quand même vachement dommage parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même dingue. C'est-à-dire que tu achètes un bien que tu vas louer en saisonnier. Si tu dis au banquier que tu vas le louer en saisonnier. Ah, c'est fini. Il va te dire, je veux pas en prendre compte. Bah non. Et évidemment, au niveau du calcul d'endettement, c'est un peu plus compliqué. Et alors que si tu disais que c'est un investissement locatif que tu vas louer en longue durée, c'est juste, finalement, c'est déclaratif, parce qu'après, t'en fais ce que tu veux. Tu peux passer de l'un à l'autre, hein, peu importe. Tu peux même faire les deux. Tu peux faire du bail mobilité et du saisonnier. Enfin, tout à fait. Il y a plein de solutions. Eh ben non, ils prennent pas en compte les revenus. C'est quand même assez dingue. Ah non, mais c'est fou. Et donc aujourd'hui, il faut s'informer, il faut les rassurer avec des attestations de valeur locative, avec des dossiers bancaires bien montés comme nous. Mais il y a toujours des solutions. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le Airbnb, ça existe depuis 15-20 ans. C'est hyper stable. Moi, j'en fais à titre personnel depuis 10 ans.
mais j'augmente mes prix tous les ans et je loue de plus en plus. Donc c'est même plus la location saisonnière, c'est pratiquement aussi stable que du long terme. Enfin voilà, donc il faut trouver des petites ficelles qui vous permettent de multiplier les projets sans pour autant vous casser les dents et prendre des risques inconsidérés, parce que il y a des risques à toutes les différentes phases et pas que les travaux. Mais après, si vous y connaissez, que vous avez du temps et des compétences diverses, il faut y aller à fond, à fond. Et le mieux, c'est d'attaquer à 20-25 ans, parce qu'on emprunte quand même sur des durées de 20 ou 25 ans. Hein. Moi, aujourd'hui, je regrette de pas commencer plus tôt. Mais oui. Voilà, on n'est pas formé. Et puis, à l'époque, moi, je commence à être un peu plus jeune que d'autres. À l'époque, c'était pas aussi démocratisé. On n'avait pas autant d'accès à l'information et à la connaissance en matière d'immobilier qu'aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a c'est beaucoup plus simple de s'informer. C'était beaucoup plus confidentiel. Mais le LMNP, avant que je crée le simulateur qu'on fournit aujourd'hui, le LMNP, c'était ultra confidentiel. Personne ne savait même comment ça fonctionnait ou ce que c'était. Et voilà, aujourd'hui, c'est presque devenu la base. Mais en fait, il y a eu un bouleversement des mœurs. Nos parents, enfin, je prends mon exemple, nos parents, nos grands-parents, s'ils le pouvaient, ils achetaient leur résidence principale. Ils avaient déjà bien réussi leur vie. S'ils le pouvaient encore, ils achetaient plutôt des résidences de plaisir, de loisirs. Un chalet à la montagne, une maison à la campagne, voilà, secondaire, qui ne louaient jamais. Ils y allaient 4 semaines par an. Un gouffre financier. Et ils se retrouvaient du coup à bosser comme des malades pour essayer de payer leurs prêts. Et aujourd'hui, c'est des conneries. Aujourd'hui, dans la majorité des grandes villes françaises, il faut commencer par du locatif pour pas se bloquer avec une résidence principale. Et si tu veux te faire plaisir, acheter une maison secondaire, etc., tu la loues quand il va pas. Et tu couvres à minima tes charges, voire ça te rapporte de l'argent. Donc, ton patrimoine grossit, tu t'occupes de rien parce que tu délègues tout à des professionnels. On te prête 85% de cette somme-là. Et tu as une retraite pépère que tu es en train de te construire, ça change rien à ton quotidien, sauf que la différence avec ton ami qui aura rien fait, lui, il divisera son salaire par 2 à la retraite et il aura du mal à en vivre. Et toi, ta retraite, tu l'auras peut-être doublé, triplé, quadruplé, sans pour autant te faire mal. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent comme Orizio pour faire des simulateurs, pour trouver des biens. Il y a des acteurs comme nous pour t'accompagner de A à Z si tu en as le souhait. Voilà, informez-vous. Tout à fait. Écoute, Paul, merci beaucoup. Je pense que un grand merci. C'était assez riche. On a couvert pas mal de sujets. Et puis pour tous les gens qui voudront te contacter, de toute façon, on mettra un lien. Ils peuvent aussi passer par nous parce qu'on travaille avec toi. Ouais. Et on donnera tout ça sans souci dans la vidéo ou en descriptif de la vidéo. Voilà. Bon, merci à toi, Paul. Merci encore. À bientôt.